Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 28 décembre 2022, plus que 72 heures et nous passons sur la nouvelle année et pour l'instant nous sommes sur un BTC qui recule de moins 1,3%, 16 638 ce matin, 9h30 que j'enregistre l'émission, Ethereum juste sous les 1200 $ à moins 2%, XRP qui recule de 4, Dogecoin moins 5 également pour ADA Cardano, moins 3,77 pour Polygon, OKB de OKX qui est en positif de quasi plus 3, moins 4 respectivement pour Polkadot et Litecoin. La contre-performance de ce top 25 revient à Solana au-delà de moins 10% sur les dernières 24 heures, moins 3,59 pour Avalanche, moins 10 également pour The Open Network et enfin on a Ethereum classique en bas du tableau qui recule de quasi moins 5 avec toujours Quant et le Crow de Crypto.com qui clôturent chacun 24 et 25e place à moins 5 et moins 3,68% pour le Crow de Crypto.com. Du côté du 4 heures donc statu quo, on est sur une volatilité implicite qui est au plus bas. On va avoir un décalage qui va être important, probablement de plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars du côté de BTC. Est-ce qu'on part à la cave définitivement en direction des 14, 13, 12, 10 000? Certains aimeraient voir un Bitcoin à 10 000, voire sous les 10 000. Ça me paraît un peu farfelu vu d'ici, mais vu que le marché crypto nous a habitués à nous faire des mouvements sur les fins de bear market où il fait vraiment souffrir la majorité, voilà, je ne ferme la porte bien évidemment à aucun scénario. Au nord, c'est les 18 000 qui nous tendent les bras et ensuite la zone critique de 19 à 20 sur laquelle il faudra dans un premier temps se rehisser durablement pour ensuite commencer à parler de 22, 23, 24, 25 000 où nous attendra le pivot, je suppose plus tard, qui nous séparera de la zone totale de bear vers un prochain bull run. Le Crypto Fear and Greed Index 28 toujours dans la peur, Social Index Europe et les ordres de marché toujours ce matin 9h30 donc autour d'une recherche d'achat mais c'est un peu timide puisque on voit malgré tout que ce sont les vendeurs à court terme dès qu'ils peuvent qui rechargent les shorts et qui ont toujours l'ascendant. Ceci étant, on n'a pas fait de nouveaux points bas là aussi depuis des semaines, voire désormais un mois et demi à peu près que le cours latéralise, ce qui fait que malgré tout les forces en présence toujours à court terme ont tendance à s'équilibrer pour ne pas dire à se neutraliser. La map de liquidité qui n'a toujours pas changé, donc au sud on commence à taper autour de 15 800, on a un énorme spike à 15 400, ensuite on part du côté des 14 000 avec la fameuse zone des 13 800 dont on a parlé plusieurs fois. En dernier recours, on aurait autour de 12 500. Au nord, 18 500 suivi de 21 000. On est ensuite autour de 24, 25, 26 et plus tard 28 800 à 30 000 $. Du côté du fil Twitter, avec le crypto total proposé par Crypto Yoda et comme il le disait ici, on a eu le collapse de Terra UST, de FTX. À quoi pourrait-on s'attendre de pire pour encore faire descendre en conséquence le marché crypto aujourd'hui? Donc soit on arrivera à avoir ce point bas qui est déjà fait ici et on va se construire dans le semestre à venir avec un très beau rallye haussier dans cette première partie d'année 2023 ou bien nous irons chercher beaucoup plus bas et malheureusement sur le crypto total incluant Bitcoin et Altcoin, ce plus bas ça pourrait être rapidement un moins 30, moins 40, moins 50% pendant que Bitcoin lui perdrait que la moitié de cette valorisation puisqu'on l'a vu la dernière fois, Bitcoin a tendance à baisser beaucoup moins que les altcoins par rapport à la proportion aussi qu'il occupe aujourd'hui, notamment par rapport à sa dominance. Charles Edwards qui met en avant qu'on a la plus grosse capitulation de mineurs qu'on ait vu, ou du moins qu'on n'ait pas vu justement depuis 2016. Donc globalement, on a vu aux États-Unis aussi pas mal de fermes de minage débranchées, même au Texas où c'était pas les températures les plus extrêmes, mais vraiment tout le monde a débranché. Donc on est désormais sur un hash rate qui a reculé selon les dernières estimations entre moins 40 à moins 50%. On a 10% aussi qui a disparu du jour au lendemain puisque Core Scientific était placé en quasi faillite ou du moins on va dire en truc d'urgence. J'ai pas le mot exact au niveau des États-Unis d'un point de vue société, mais bon vous comprendrez très bien la problématique à court terme. Donc c'est vrai que tout mis bout à bout, on a quand même au terme de ces 4 trimestres consécutifs de baisse pour le marché crypto, ce qui là aussi n'était jamais arrivé, une phase qui pourrait être à la fois une phase d'aplat mais une phase de renouveau pour 2023 et j'espère que c'est vivement ce qui va arriver puisque si de nouveau on fait ne serait-ce que un trimestre ou 2 trimestres de baisse supplémentaire consécutifs là pour le marché crypto, je pense qu'à la fin il ne va plus rester grand monde. Au niveau des expirations, donc ça sera dans 48 heures ce vendredi, il y aura 142 000 bitcoins qui vont expirer du côté de Deribit notamment avec 2,40 milliards, donc 2,4 milliards d'expiration en équivalent
équivalence dollars. On a également du côté de Ethereum 2,4 pareil, avec un ratio qui s'équilibrerait pour le max paying price à 1400 dollars et pour Bitcoin on serait plutôt autour de 18 000 dollars. Une infographie que j'ai trouvée super intéressante, super pertinente, et je pense que s'il y avait qu'un seul truc à retenir dans l'émission d'aujourd'hui, ça serait ce que je suis en train de vous montrer ici à l'écran. C'est en gros le psychology sheet de Wall Street, de comment se déroulent les cycles. Vous avez dû le voir un nombre incalculable de fois passer sur les réseaux. D'habitude il y a le cours donc qui monte de façon un peu parabolique. On a toutes ces phases émotionnelles que rencontrent les investisseurs ou les traders sur les marchés. Et là en gros il a aplani ça pour en faire un cercle avec au travers du temps là où se trouve le cours. Alors une fois de plus, si vous écoutez ça en podcast, ça va pas vous parler ce que je suis en train de dire puisqu'il faut avoir le visuel là pour le coup. Mais globalement quand on observe ce qui s'est déroulé précédemment avec les halvings qui sont plus ou moins répartis à chaque fois entre la phase d'espoir, la phase de calme, puis s'ensuit la phase d'optimisme avec le bull run et tout ce qui va bien jusqu'à la phase de pic avec l'euphorie. Derrière on rentre dans la phase de dépression malheureusement, la panique, le déni, complaisance, capitulation avec le bottom. Et quand on regarde toujours pareil en se basant sur les cycles précédents, on voit qu'on est pile poil dans les clous actuellement pour poser effectivement le bottom s'il n'est pas déjà fait au premier trimestre 2023 avec ensuite toujours cette phase de dépression, de stagnation et ensuite quand on a le premier rallye haussier qui pourrait intervenir là sur ce premier trimestre ou semestre 2023 exactement comme ça l'avait fait à l'époque début 2019, on est dans ce qu'on appelle le disbelief, c'est-à-dire un peu ce déni de se dire bah non c'est pas possible, ça repartira pas. Et c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, désormais on s'en fout que le Bitcoin aille à 10 000, 11 000, 12 000 puisque je suis persuadé que le rallye qui en découlera derrière au cours de l'année 2023 probablement nous fera entre plus 50 à plus 100% plus tard du point bas qu'aura trouvé le Bitcoin. Alors les fins mathématiciens vont me dire oui mais forcément si on a un Bitcoin à 10 000 et qu'on fait x2 ça nous ramène à 20 000, c'est pas pareil que si on achète un Bitcoin à 17 000, qu'on passe par la case 10 000 et qu'ensuite on retourne à 20 000 comme je viens de le dire. C'est sûr que la personne qui arrivera à avoir le point bas parfait de marché, à timer parfaitement le marché et à acheter le bottom parfait, chose qui comme je viens de le décrire, est quasiment impossible à réaliser. Il y aura toujours des génies qui, après coup, vous diront « Ah, on avait dit que c'était 10, 11, 12, 13, 14, vous voyez, c'est arrivé. Moi, j'ai payé pile poil le point bas. » Enfin, comme d'habitude, il y aura les commentateurs du match après le match. Pour l'instant, comme nous, on n'en sait strictement rien de si le point bas est fait, s'il n'est pas fait ou quoi. D'un point de vue purement mathématique et statistique, avec preuve à l'appui de ce que je vous affiche aujourd'hui, peu importe que ça soit 15 000, 16 000 ou 10, 12, 14, on est en train de DCA calmement, sûrement, pour les 2-3 prochaines années. Et globalement, ça devrait pas si mal se passer si, une fois de plus, ce qu'on a ici à l'écran est en train de se reproduire une énième fois. Cryptost, les institutionnels seraient-ils en bear market? D'après un sondage sponsorisé par Coinbase, la majorité des investisseurs institutionnels ne prévoient aucune augmentation des cours des crypto-monnaies pour l'année 2023. Et il y avait même une trentaine de pourcents qui disaient qu'on devrait continuer de reculer. Donc à voir si les institutions sont devenues très frileuses ou si ils auront raison là aussi au cours de l'année à venir. Miles Dutcher qui met en avant que les wallets de Alameda sont en train de dump différents assets pour du Bitcoin au moment même où nous parlons ce matin, donc les adresses sont sous ce post et bizarrement c'est juste quelques heures ou quelques jours après que SBF soit de retour à la maison, donc on ne sait pas de nouveau si c'est les liquidateurs qui sont en train de récupérer de l'argent ou si c'est El Famoso SBF qui est en train encore de faire des carabistouilles pour pas rester poli sur YouTube et de bon matin pas s'énerver. Mais bref, je ne sais pas jusqu'où peut aller ce truc, mais c'est complètement fou. Et il y a un truc qui me dépassera toujours aux États-Unis, c'est la possibilité de verser des cautions quand on a 150 années de prison qui sont prévues. Si vous avez les millions de dollars qui vont bien, vous n'allez jamais sur la case prison. Bon, ça je préfère même pas commenter puisque pour moi c'est une totale aberration et il n'y a pas de mots qui puissent qualifier ou justifier
justifier ça. Vincent Gann, avec la mesure de volatilité réalisée à 7 jours, on est au plus bas et on risque d'avoir là aussi un gros retour de volatilité sur ces débuts d'année 2023. Si ça part à la baisse comme on vient de le décrire depuis un bon nombre d'émissions, c'est entre 12 et 14 000 pour moi que ça se passera. Si on part au nord, c'est les 18 à 20 et ensuite on pourrait avoir ce petit FOMO supplémentaire si toutefois d'un seul coup on avait ce mindset multimarché qui venait à changer un peu plus positivement pour début 2023. Je reste assez dubitatif sur le scénario positif comme vous tous, puisque on n'est effectivement même pas sûr que les États-Unis sont pas en train de rentrer dans une récession dure pour 2023. Donc on va pas occulter aussi les faits relativement pertinents qui peuvent avoir une importance et se dérouler. Mais bon, je reste un éternel optimiste. Hier, il y a pas mal de personnes aussi dans les commentaires qui avaient un peu le cul entre deux chaises quant au fait que j'évoque ce scénario dans lequel Bitcoin au prochain cycle galérerait à retrouver ses 70 000 $. Mais en soi, si on a un Ether un jour qui est numéro 1, qui a 8 000, 10 000, 15 000 $, ça sera pas forcément une mauvaise chose non plus pour l'intégralité du marché crypto. C'est plutôt d'essayer de se projeter sur ce que pourra être demain la répartition du cash, de l'argent qui reviendra dans le marché crypto. C'est pas de dire oui, Bitcoin est mort, on n'aura plus de bull run ou quoi que ce soit. Je pense que il y a un véritable exercice de pensée à fournir de ce côté-là. On clôture au niveau des infos avec Cryptost. Abraham Heisenberg, qui avait fait déjà pas mal parler de lui du côté de la cryptosphère, a été arrêté à Porto Rico par le FBI suite à sa manipulation de prix sur Mango Markets. Il assure que ses actions sont légales et qu'elles ne résultent que de l'exploitation de paramètres ouverts du protocole donc Mango. Il avait essayé de faire pareil à un moment, si je dis pas de bêtises, sur d'autres protocoles dont AAV pour emprunter, essayer de shorter ensuite et commencer à mettre à mal tous les collatérales et ce qu'ils appelaient la bad debt. Donc peut-être qu'il a activé des leviers d'un point de vue purement technique qui pouvaient s'entendre, on va dire, si c'était accessible, mais peu importe comment on le qualifie en finalité, ça reste de la manipulation de marché, ça reste une personne qui a volé du côté de Mango, je sais plus combien de dizaines ou de centaines de millions. Donc finalement, une enquête a été faite et il est aujourd'hui entre les mains du FBI. Le crypto total, donc on latéralise ici sur la pente glissante, on n'a plus aucun volume, on voit depuis quelques temps. Malgré tout, il y a ceux qui se disent en traçant des grands traits comme ça, je suis pas super fan pour le coup, mais qu'on pourrait être dans un énorme biseau descendant avec un plus petit entre-temps ici qui est en train de se resserrer comme ceci depuis les derniers points bas. Donc ça, c'est sûr que d'un point de vue technique et chartiste, on a envie de se dire que à un horizon de temps justement du premier trimestre 2023 et même si on venait visiter légèrement plus bas, on pourrait faire la petite déviation avec un peu plus de volatilité et ensuite on récupère et on repart à l'assaut de la moyenne mobile 20 qui se trouve à 875 milliards et de la moyenne mobile 200 qui se trouve à 950 milliards. Ça peut être en tout cas ce scénario-là que je joue pour début 2023. Malgré tout, la finalité baissière, ça serait on perd justement ce support, on commence à revenir dans un premier temps autour de 500-540 et le véritable support long terme malheureusement il est plus qu'autour de 400 milliards, donc on aurait un crypto total qui recule à nouveau d'une 50aine de %. Du côté des altcoins, comme je vous disais, ça serait probablement un peu plus important. Pourquoi? Puisque du côté du Bitcoin himself, le tout pour juste récupérer ici les 13 800 $, 14 000, qui correspond à l'autre zone d'une perte de moins 40 à moins 50 sur le crypto total, ça nous ferait à peine une quinzaine de % de perte. Je vais quand même le mesurer pour pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on est dans ces eaux-là. On avait déjà fait les mesures ces jours-ci. Donc voilà, on est autour de 16% de perte pour Bitcoin. 16% qui, pour les alts et pour le crypto total, peuvent rapidement avoir un ratio de x2 à x3. Donc c'est pour ça aussi qu'actuellement, pour quiconque s'intéresse aux altcoins, il faut bien avoir en tête qu'on est encore sur la pente glissante, qu'il y a des alts qui, à partir de la zone sur laquelle nous nous trouvons, peuvent perdre encore 30, 40, 50%. Et là, on entre dans le dur absolu de la capitulation après la capitulation. Et c'est pour ça aussi que je ne me voyais pas ne pas mettre Bitcoin en top absolu, en tout cas par rapport aux informations qu'on a actuellement dans le top crypto, puisque c'est lui qui absorbera aussi le mieux ce choc-là, si toutefois il vient à arriver sur ce début d'année prochaine. Au niveau du SP500, donc pour l'instant, on est en train là aussi de retracer depuis la double touchette et l'échec des 4100
200 points. On va revenir sur notre trend RSI ici. On pourrait avoir une jolie touchette, peut-être un double rebond autour de la moyenne mobile 200 période en hebdomadaire qui se trouve à 3670 $ pour le SP500. Le soft landing qui se passerait entre 3200 et 3400, 3500 et la crise absolue qui nous ramènerait vers les points bas de 2020. Je n'y crois toujours pas pour le marché US, à part s'il y avait une catastrophe de nouveau en mode Covid ou que sais-je numéro bis, mais là pour l'instant quelque chose de raisonnable, ça sera entre 3002 et 3005 pour le SP500. S'il y avait un hard landing, plutôt du côté de 3000 au grand maximum, mais bon, pour l'instant, là aussi au vu de ce qu'ont perdu les actions américaines, le Nasdaq et tous les marchés, on a effacé 10, 12, 15 000 milliards du marché américain en 2022. Globalement, où nous irions chercher le jus nécessaire pour encore perdre le double, voire le triple, à la fin, on est presque sur un effondrement financier, bien au-delà de ce qu'on avait eu, notamment autour des subprimes 2007-2008. Donc, comme d'habitude, les collapsologues, ou je ne sais pas comment on pourrait les qualifier, vont vous dire que oui, ça peut arriver qu'on est sur la fin d'un cycle de 60 ans, que d'après les analyses de machin dans les années 30-40, on arriverait sur la fin d'un super cycle. Il y en a même qui parlent de centaines, voire de 150 années pour les cycles financiers. Bref, je préfère me concentrer sur ce qui est un peu plus à notre échelle humaine en années, voire 5-10 ans, ce qui nous parle déjà un peu plus que de commencer à me dire que peut-être dans 150 ans, on aura tel cycle avec Uranus qui sera aligné avec le machin de Méburn. Bref, voilà. C'est vrai que des fois, on lit des trucs sur Internet. Quelque part, j'adore ce genre de réflexion de personnes qui ont fait des travaux comme ça et qui ont esquissé des théories qui peuvent donner justement ces pistes de réflexion au travers du temps. Mais malgré tout, quand on nous parle aussi d'économie par rapport aux années 1900, il y a certes des similitudes sur comment se comportent d'un point de vue macro certaines choses sur les marchés financiers aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous sommes désormais en 2022, qu'il y a beaucoup de technologies, que globalement les marchés sont drivés par de la technologie, plus vraiment par des êtres humains, donc par de l'algorithme. On a quasiment plus de salles de marché aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça ne sont que des algos et des ordinateurs qui passent les ordres toute la journée. Alors certes, c'est toujours chapeauté un minimum par les hommes derrière qui sont eux-mêmes à l'origine des fameux algorithmes, mais globalement, je pense que la finance moderne a quand même drastiquement changé pour ne plus vouloir calquer comme ça des choses des années 1900 à ce qui se déroule aujourd'hui. Malgré tout, quand on lit les mémoires de spéculateurs, on a quand même des points qui ont tendance à se répéter au travers du temps et je trouve que voilà, il faut quand même essayer à chaque fois de prendre le meilleur de chaque discours et de chaque histoire, aussi parfois farfelue comme je disais à l'instant, soit-elle. Peut-être que voilà, on est en train de traverser un fameux cycle de 50, 100 ou 150 ans et on sera plus là probablement pour le voir dans 100 ou 150 ans ou même 50 pour les plus âgés d'entre nous. Bon bref, toujours est-il, Ethereum sous les 1200, on a le cluster dur des 1350 à 1400, ça sera la zone de tous les dangers pour Ether. Il nous faut la reprendre et se hisser durablement en direction des 1008 à 2000 et pour la suite autour de 2003, 2004, 2005. Donc un Ether qui est en mode de désintérêt, en tout cas en apparence, mais que je ne laisserai pas de côté pour bien longtemps pour l'année 2023 et 2024, puisque globalement ça fait partie pour moi de ce qui a le plus de chances de réussite pour les 2-3 prochaines années, tant d'un point de vue techno que spéculatif. Et c'est pas parce que j'ai mis Bitcoin numéro 1 la dernière fois que je ne pense pas justement que Ether pourrait venir le challenger sur 3 années révolues d'ici le prochain bullrun, qui est toujours pareil si on essaie de se projeter en prenant en compte le passé, devrait arriver autour de l'année à mi-chemin entre 2024 et 2025. Le dollar qui est toujours en mode ralentissement à l'approche du support des 103 points, donc pour l'instant c'est le statu quo de ce côté-là. On a Tesla qui est en train de chercher du pétrole, donc on a une première zone d'intérêt ici autour de entre 110 et 120 $. Si jamais ça vient à lâcher les 90, on retournera au support long terme qui est autour de 65 $ pour Tesla. Attention toutefois, le RSI hebdomadaire est déjà survendu. On a un peu de volume qui a été exécuté à la baisse ici, mais c'est sans commune mesure avec ce qui avait été exécuté en 2020. Le MACD qui est très baissier. Donc en gros là, c'est le couteau qui tombe clairement, mais c'est pas
pas pour autant que Tesla est en train de faire faillite ou quoi que ce soit, bien au contraire, puisque en quelques années, ils ont su se hisser au top, si ce n'est le top, si je dis pas de bêtises, en termes de vente de voitures électriques. La Model 3, j'ai encore vu une vidéo hier, a été le modèle le plus vendu d'un point de vue mondial. Il y a quelques carabistouilles à court terme, l'usine Shanghai qui n'arrive pas à tout à fait trouver ses marques. On a Elon Musk, comme d'habitude, qui malgré tout pèse sur le cours à chaque déclaration qu'il peut faire, et j'ai l'impression que pour les investisseurs de Tesla, le coup de Trafalgar du côté de Twitter, cette acquisition, maintenant qu'il fait un peu le zouave et tout sur Twitter, ça renforce pas forcément la confiance à court terme, mais d'un point de vue purement entrepreneurial derrière, pour ceux qui croient à Tesla au long terme, bien évidemment qu'on va avoir des opportunités qui seront relativement dingues de ce côté-là. Et je dis Tesla, mais ça vaut pour Nvidia, ça vaut pour Netflix, ça vaut pour Amazon, ça vaut pour Microsoft, Google. Tous les GAFAM se sont pris les pieds dans le tapis sur le dernier trimestre, et on verra là aussi si on rentre en récession dure au cours de l'année 2023 ou si le plus dur est d'ores et déjà derrière nous. La Bitcoin dominance toujours en lice pour nous faire un petit pump. Alors attention, ça risque d'arriver sur le prochain mouvement du Bitcoin, quand bien même ce dernier viendrait à baisser. Je pense que la dominance va bouger en même temps que le Bitcoin va nous faire son prochain mouvement d'ampleur. Allez, une fois n'est pas coutume, on se quittera avec le gold. On avait discuté lors du dernier live Twitch, est-ce que le gold est en train de remonter en montrant qu'il a un quelconque intérêt multimarché, ou est-ce que c'était juste le dollar qui a baissé et qui a permis au gold de rebondir? En tout cas, quand on regarde le ratio gold contre Bitcoin, on avait quelque chose qui a été avant-gardiste, puisque à partir du moment où ce ratio s'est retourné, effectivement, ça permettait peut-être pas de faire une performance au niveau des métaux précieux ou du gold, puisqu'on l'a vu, il y a des dizaines de charts qui circulent sur Twitter et ailleurs. Au travers des 10 dernières années, il valait bien évidemment mieux avoir du Bitcoin que du gold qui ne vous aurait quasiment rien fait en portefeuille. Mais par contre ici, en bear market, pour ceux qui avaient chopé le point bas par exemple du ratio gold contre Bitcoin au moment où c'était en train de se retourner, ça vous aurait préservé par la suite de vous prendre le drawdown du marché crypto, notamment en passant en Paxos Gold ou directement en or physique ou que sais-je. Ce qui fait que plutôt que de mesurer systématiquement la performance relative qui, au niveau, on va dire, d'une dizaine d'années, est à zéro, est à l'équilibre, voire légèrement 1% en négatif pour le gold, et que le Bitcoin a fait des dizaines, des centaines de milliers de pourcents, il faut plutôt regarder dans ces phases baissières, maintenant qu'on a la possibilité d'aller sur du Paxos et tout ça, et d'échanger nos cryptos contre un domaine qui peut nous préserver en bear market. Alors bien évidemment, désormais, c'est beaucoup trop tard, c'est pas le moment de faire ça, mais une fois de plus, c'est une piste de réflexion quand de nouveau on aura un cycle haussier pour plus tard potentiellement venir nous protéger et à être quasiment flat au niveau du bear market pendant que tout le monde est en train de se prendre des moins 80, moins 90%. Je vous souhaite une excellente journée, continuez d'être prudent, on va avoir de la volatilité sur ce début d'année 2023 et personnellement je trouve ça plutôt excitant d'arriver comme ça avec un renouveau, et ce peu importe qu'on aille visiter en court temps une zone de target peut-être qui sera bien plus baissière que celle qu'on a connue encore aujourd'hui. Je pense que ça va nous permettre, si on fait une dernière tirette baissière sur le marché crypto et le Bitcoin, de tendre cet élastique pour 2023 et ensuite d'avoir un très joli rallye haussier. On se retrouve vendredi, n'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire, tout ce qui va bien, et passez une très très bonne journée. Ciao ciao.